Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo a été prise le 1er mars 2022 lors d'une session extraordinaire du Parlement européen, une semaine après l'invasion russe de l'Ukraine. Émotion forte avec l'intervention en visioconférence du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, expliquant aux Européens que c'est aussi leur avenir qui se joue dans ce conflit aux portes de l'Union, l'Ukraine étant désormais officiellement candidate. Le retour de la guerre en Europe marque en effet un avant et un après pour le continent, réalisant la prédiction de Jean Monnet, père fondateur du projet européen, selon laquelle l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. Les derniers mois ont amené les 27 à penser ensemble de nombreux sujets, de la pandémie du Covid à la guerre en Ukraine. Les Européens multiplient désormais les occasions de mutualiser leurs moyens, vaccins, dettes, plans de relance, énergie, environnement, armes. Mais l'Union fait-elle vraiment la force? Élément de réponse avec nos cartes. Depuis le 1er février 2020, l'Union européenne compte 27 membres. Elle s'étend sur 4,2 millions de kilomètres carrés pour 447 millions d'habitants. Sa structure politique ressemble à celle d'un État, avec une branche exécutive, un parlement et d'autres institutions, toutes situées entre Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg et Francfort. Alors voyons comment elle s'organise. Il y a d'abord le Conseil européen, présidé par Charles Michel, qui fixe les grandes orientations à venir de l'Union. Le Conseil européen est constitué des 27 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de la présidente de la Commission européenne. Voyons justement la Commission, présidée par Ursula von der Leyen depuis 2019, est constituée de 27 commissaires désignés par les États. Garante des traités, la Commission propose et exécute le budget et la législation européenne. C'est la branche exécutive, le gouvernement de l'Europe. Le Parlement européen, lui, amende et vote les propositions de la Commission au nom des citoyens. Ce sont 705 députés élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Enfin, le Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen, malgré, regardez, un logo identique. Ce conseil rassemble les 27 ministres concernés par l'ordre du jour. Avec le Parlement, ils amendent et adoptent les propositions législatives de la Commission au nom des États. Il y a par ailleurs la Banque centrale européenne ou encore la Cour de justice et la Cour des comptes. On le voit, ce sont les États membres qui prennent la majeure partie des décisions, lesquelles ont pu souvent être dictées par l'intérêt national avant l'intérêt européen. Mais les 2 dernières crises qui ont frappé les Européens ont changé la donne, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pendant la pandémie de Covid-19 tout d'abord, le principe inédit de la mutualisation des commandes de doses de vaccins a été décidé à l'été 2020 par les 27. Ainsi, la Commission européenne a conclu des contrats avec les laboratoires producteurs, en grande majorité localisés en Europe, conduisant à la production annuelle de 3 milliards de doses fin 2021. Il s'agit là d'une décision historique, puisqu'en matière de santé, selon les articles 4 et 6 du traité sur l'Union européenne, l'UE peut faire de la recherche, de la prévention, autoriser la mise sur le marché de médicaments à travers son agence, mais elle ne peut pas, en théorie, organiser ni fournir des services de santé et des soins médicaux qui restent des compétences des États membres. La pandémie a également contribué au renforcement de l'Union européenne avec la décision de lever une dette commune. Cette idée d'un endettement commun restait jusque-là tabou et était rejetée par l'Allemagne et les pays du Nord, les pays dits frugaux. Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Autriche, plutôt favorables à des efforts de rigueur budgétaire et à des réformes de compétitivité. Le plan de relance post-Covid établi en juillet 2020, qui s'élève à 750 milliards d'euros, permet une mutualisation des dettes publiques et un financement par l'emprunt des dépenses de relance des États. À propos du plan de relance, prenons le cas de l'Italie. En 2020, l'Italie a été durement touchée par la pandémie, du fait du vieillissement de sa population. En effet, les plus de 50 ans représentent 45% de la population. Fin 2021, le pays est endetté à hauteur de 150% de son PIB. Aujourd'hui, l'Italie est l'un des pays qui profite le plus du plan de relance avec 191 milliards d'euros. Pourtant, les élections de septembre 2022 ont vu la victoire d'une coalition d'extrême droite menée par Giorgia Meloni, qui a porté un discours eurosceptique pendant sa campagne. La deuxième crise qui a bouleversé l'Union européenne, c'est la guerre en Ukraine.
Elle a également amené les Européens à réinterroger leurs mécanismes de solidarité. Il y a eu bien sûr les sanctions de l'Union contre la Russie, dont, entre autres, la réduction de l'accès de la Russie aux marchés européens des capitaux, la fermeture de l'espace aérien européen à l'aviation russe ou l'interdiction de diffusion dans l'Union des médias Russia Today et Sputnik. Mais c'est aussi au niveau militaire et stratégique que l'Union européenne a apporté une réponse inédite qui renforce son envergure géopolitique. L'Union a dégagé un crédit d'1 milliard d'euros pour permettre l'achat d'armes à destination de Kiev. Mettre en place un instrument financier pour la livraison d'armement est une première et relance aussi la défense européenne en complément de l'OTAN. Ainsi, le Danemark, qui avait choisi de ne pas participer à la défense européenne lors de l'instauration du traité de Maastricht en 1993, a mis fin à cette clause de retrait en juin 2022. Par référendum, les Danois ont massivement voté à presque 67% pour mettre fin à cette exception et participer à la politique européenne de défense. Par ailleurs, l'Union européenne a décidé de mutualiser les achats de gaz sur le modèle des commandes de vaccins anti-Covid, alors que la guerre fait flamber les prix de l'énergie. Ainsi, le 25 mars 2022, mandat a été donné à la Commission européenne pour effectuer ces achats groupés, les 27 envisageant de s'approvisionner auprès de l'Algérie, des États-Unis, du Qatar, de l'Azerbaïdjan, voire auprès d'Israël ou encore de l'Égypte. La guerre en Ukraine amène aussi les pays de l'Union à mieux défendre leurs valeurs fondamentales, des valeurs pourtant hier régulièrement méprisées par le groupe dit de Visegrad, un groupe qui comprend la Pologne du PiS, la Hongrie d'Orban, ainsi que la République tchèque et la Slovaquie. En Hongrie et en Pologne, l'indépendance de la justice, les libertés individuelles et l'état de droit sont régulièrement remis en cause. Et l'article 7, qui prévoit des sanctions contre tout État membre qui ne respecterait pas les valeurs fondatrices de l'Union, est souvent brandi par les institutions européennes à leur encontre. Mais tout a changé avec la guerre en Ukraine. Le groupe de Visegrad s'est fissuré. La Hongrie de Orban continuant de soutenir Poutine, quand la Pologne est devenue locomotive de l'aide occidentale aux Ukrainiens. Il faut dire que la coopération entre États européens s'est aussi historiquement bâtie sur cette idée forte de valeurs communes et d'une convergence démocratique. Ainsi, c'est pour conforter la renaissance de la démocratie en Grèce en 1981 que la communauté européenne l'intègre. S'ensuit en 1986 l'entrée de l'Espagne et du Portugal après la mort du leader espagnol Franco en 1975 et à la fin de la dictature portugaise de Salazar en 1974. C'est dans le même état d'esprit qu'en juillet 2022, les 27 ont octroyé à l'Ukraine le statut de candidate à l'adhésion à l'Union européenne avec sa voisine moldave. Si la crise du Covid et l'invasion de l'Ukraine ont permis de renforcer l'Union européenne, il reste malgré tout des défis structurels à relever: protection des valeurs européennes, enjeux d'innovation, défis climatiques bien sûr, et réflexion stratégique. Depuis sa prise de fonction à la présidence de la Commission en décembre 2019, Ursula von der Leyen a souligné l'ambition mondiale que devait porter l'Union européenne. En effet, bien que première puissance économique et commerciale au monde, l'Union reste à la traîne en termes de recherche et d'innovation, notamment dans le secteur du numérique. À l'exception de la Suède, de l'Allemagne, de l'Autriche et du Danemark, les États européens n'atteignent pas l'objectif de 3% du PIB consacré à la recherche et au développement, alors qu'à titre d'exemple, Israël y consacre plus de 4%. Ainsi, en ce qui concerne les brevets dans le domaine du numérique, en 2018, les 27 en ont déposé moitié moins que les États-Unis, mais aussi moins que la Chine ou encore le Japon. C'est aussi face aux géants du numérique américain, les GAFAM, ou chinois, les BATX, que l'Europe accuse de sérieux retards. Pour les compenser, elle agit d'une part en légiférant pour encadrer les activités des grands groupes étrangers, et d'autre part en facilitant les levées de fonds de ce que l'on nomme des licornes, ou des start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars, comme peuvent l'être le français Blablacar ou le suédois Spotify. Concernant maintenant l'enjeu climatique. Depuis 1997 et la signature du protocole de Kyoto, l'Union européenne se positionne comme continent modèle de la lutte contre le changement climatique. Le défi s'est encore amplifié avec la guerre en Ukraine et la nécessité de s'affranchir des importations de pétrole et de gaz russes.
Ainsi, le plan de mai 2022, Repower EU, réaffirmé en septembre lors du discours de l'Union d'Ursula von der Leyen, prévoit une accélération du développement des énergies renouvelables et notamment de l'hydrogène au sein de l'Union. Enfin, vis-à-vis de la Chine, l'Union veille à sortir de sa naïveté en reconfigurant sa relation commerciale avec Pékin. Ainsi, en mai 2021, la Commission a suspendu le processus de ratification de l'AGI, Accord global sur les investissements, suite aux tensions diplomatiques entre Bruxelles et Pékin sur les droits de l'homme et notamment la situation des Ouïghours. Face à des ennemis communs, du Covid à l'impérialisme russe, l'esprit européen s'est renforcé ces derniers mois, contrairement à d'autres périodes de crise qui avaient pu diviser les États membres. On se souvient de la crise financière de 2008 et des débats autour du sauvetage de l'économie grecque, de la guerre en Syrie qui divisait les pays sur la question de l'accueil des réfugiés, sans oublier le Brexit quand pour la première fois un État membre quittait l'Union. Sauf que depuis, les difficultés économiques et politiques du Royaume-Uni semblent avoir échaudé les partis les plus europhobes du continent. Ainsi même, les extrêmes droites françaises et italiennes ne parlent plus de quitter l'Union. Au XXIe siècle, l'Union européenne s'est imposée à tous, avec sa force économique, mais aussi avec ses valeurs. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Franck Tétart publie aux éditions Autrement cet atlas de l'Europe, un continent dans tous ses états. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.